95% de nos comportements sont inconscients, donc automatiques. Ça veut dire que dans 95% de nos comportements, nos actions, nos pensées, nos émotions, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement nous, c'est pas notre conscience, c'est l'inconscience, c'est automatique, c'est incrusté en nous. Puis c'est une bonne chose, parce que si on devait être conscient de tous nos comportements, de tout ce qui se passe dans notre environnement externe et interne, on deviendrait fou, on dépenserait ben trop d'énergie. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire quand, dans nos comportements inconscients, il y a des limitations, des blocages qui nous empêchent d'aller vers les résultats qu'on veut, qui nous empêchent de vivre la vie qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait quand inconsciemment, on est bloqué à entreprendre des nouveaux projets, à s'exprimer librement, à aller vers les gens qu'on veut, à aller vers les opportunités? Qu'est-ce qu'on fait quand inconsciemment, on est bloqué? On va explorer ça ensemble aujourd'hui. L'esprit humain, si intelligente, si sophistiquée soit-elle, pourquoi elle ferait en sorte qu'on soit limité dans ce qu'on entreprend, dans notre vie, dans notre quête? Pourquoi elle ferait en sorte qu'on ne puisse pas exploiter qui on est vraiment, là, puis être libre? Pourquoi elle nous envoie du stress, de l'anxiété, de la peur, quand on va aller faire des actions qui sont ni dangereuses pour notre survie, ni dangereuses pour notre santé, tu sais? Puis je vais vous donner un exemple avec ma vie parce que ça a été une grande partie de ma vie, c'est la difficulté à m'exprimer, la difficulté à prendre parole. Je savais consciemment que prendre parole, disons dans un exposé oral, à l'école, c'est pas dangereux physiquement. Je peux pas mourir de ça. Mais je ressentais une peur, une angoisse et un stress aussi grand que si j'allais sauter en bas d'une falaise. Mais j'allais juste parler de quelque chose devant d'autres gens qui doivent parler eux aussi de quelque chose. Donc là, je me suis posé la question à un moment donné dans ce processus-là de genre, pourquoi je suis autant dans ce stress-là pour quelque chose que consciemment je sais qu'il n'a pas de danger. Et au fil du temps, après de nombreuses années où j'ai subi ce stress-là, puis là, je vous parle d'exposé oral, mais c'était pareil avec quand je voulais aller vers des nouvelles personnes, quand je voulais aller vers les filles, ça c'était un gros dilemme. Quand je voulais juste dire mon point de vue, dire ce que je pense, dire ce que je ressens, j'étais tout le temps obligé de faire plaisir à l'autre. Inconsciemment, mon corps me poussait à faire plaisir à l'autre, me poussait à éviter les conflits pour pas, dans le fond, éviter les conflits, donc pas aller dire ce que j'ai vraiment à dire. Puis j'étais tout le temps pris dans ce tourbillon-là mental de, avant de m'exprimer, là, je vais réfléchir comme il faut. Je vais m'assurer que tout le monde est correct. Je vais faire en sorte que tout se passe bien. Je vais essayer de dire ce que je veux dire de la meilleure façon possible. Puis après ce discours mental-là, on s'entend que c'est plus le temps de parler, là. Le moment, là, tu sais, on dit la communication, c'est un timing. Là. Le timing est passé après avoir eu un discours mental toxique comme ça, puis en boucle, puis genre essayer d'être parfait dans ce que je veux dire. Fait que c'est extrêmement limitant, extrêmement douloureux, puis ça touchait énormément ma confiance en moi parce que j'étais pas capable de m'assumer, tu sais. J'étais pas capable d'être moi-même avec d'autres personnes. Fait que pour moi, c'était un échec, c'était une lourdeur, c'était vraiment, vraiment pénible. Puis cette situation-là, ces situations-là m'ont poussé à aller explorer ça. Puis j'étais allé dans ce domaine-là de c'est quoi qui se passe pour que j'aille autant de difficultés à m'exprimer. Et j'ai découvert que on appelle ça un blocage. On appelle ça un blocage qui a été forgé dans mon corps, dans mon esprit, pour me protéger de quelque chose. Mais là, moi, je suis comme là, je suis pas câble, là. Je sais qu'il n'y a pas de danger à m'exprimer. Fait que je vais me protéger de quoi? C'est de quoi que ce pattern-là, ce blocage-là vient me protéger? Je veux comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à poser les bonnes questions. Les bonnes questions sont en quoi ce comportement-là de m'empêcher de m'exprimer vient me protéger. Parce que je vais te faire ça rapidement, là, la théorie de
comment se forge un blocage? Il faut savoir que l'esprit humain a un mode qui est profondément ancré en nous, qui vient de nos ancêtres les plus loin, qui est aussi dans la plupart des espèces vivantes et qu'on appelle communément le mode survie. Le mode survie, lui, il est simple. Il veut que l'organisme qui s'occupe, là, il veut qu'il survive. Il veut qu'il ne meure pas, puis il veut qu'il fasse procréer l'espèce. Donc, comment il fonctionne, grosso modo, là? Son mode, c'est éviter la souffrance, parce que pour lui, la souffrance peut grandement, possiblement mener à la mort, donc à l'éteint de son espèce qui s'occupe. Fait que lui, il est en train de s'occuper d'un être. Il faut qu'il évite la souffrance, parce que la souffrance peut rimer avec mort et disparition. Donc, on évite la souffrance et on se dirige vers le plaisir, parce qu'on veut procréer, on veut que l'espèce dure, et le plaisir peut rimer avec sexualité, avec procréer l'espèce. Il ne va jamais aller vers le plaisir avant d'éviter la souffrance, parce que ça serait illogique. Si on va vers le plaisir, mais on meurt, ben c'est pas bon. Pour l'être humain, en tout cas, parce qu'il y a des espèces animales que c'est comme ça. On va vers un plaisir, puis après, on meurt dans ce plaisir-là. Mais pour l'humain, on va s'assurer qu'on survive, après on va aller vers le plaisir. Donc, dans toutes ses actions quotidiennes et dans toutes ses actions de sa vie, il y a ce principe-là de base qui est responsable de qui on est aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, on est une espèce qui va quand même bien, qui est encore vivant, qui est encore solidement sur la Terre, puis qui procrée encore. Donc, il y a ce programme-là. Mais comment il fait ce programme-là pour interagir avec ce qui se passe autour de lui? Il doit donner du sens. Il doit donner du sens à ce qu'il voit et à ce qu'il ressent. Et à l'aide de tous nos 5 sens, là, il donne du sens et il associe, est-ce que c'est une souffrance ou c'est un plaisir? Donc, si je m'en vais mettre la main dans le feu demain matin, puis j'ai jamais vu de feu de ma vie, c'est la première fois, j'aurais pas peur du feu. Fait que je vais me mettre la main dedans parce que je trouve ça beau puis je veux le prendre. Je vais me brûler, je vais me faire mal. Je ressens de la douleur, souffrance. Mon cerveau, il va donner du sens à ça. Il va associer que l'action que j'ai faite, qui est de mettre ma main dans le feu, m'a causé de la souffrance. Donc, automatiquement, ça va rentrer dans le 95%, automatiquement, il va créer un blocage qui va envoyer du stress, de l'anxiété, lorsque je vais m'approcher d'un feu trop près. Parce que lui, il l'a codé, là. Il a programmé le fait que si je me mets la main dans le feu, je vais souffrir. Donc, pour protéger mon petit humain, là, ben, je dois y mettre le programme que s'il met la main dans le feu, s'il s'approche trop proche du feu, ben, il y a un danger de souffrir. Fait que la prochaine fois que je vais arriver proche d'un feu, je vais me tenir plus loin. Je vais essayer d'apprendre à jouer avec, au lieu de remettre ma main dans le feu sans arrêt. Ça va être réglé. De la même façon que quand on fait du vélo, et là, on apprend à faire du vélo, puis maintenant, on est rendu bon à faire du vélo. Il y a une programmation qui a été créée dans la fonctionnalité de faire du vélo, qui a été associée à un plaisir. Donc, c'est le fun de faire du vélo. C'est ancré en nous. Si ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de vélo, puis tu recommences à faire du vélo, bien, inconsciemment, dans le 95%, il y a le comportement de faire du vélo qui est enregistré et donc ça va être facile de refaire du vélo. Tu n'auras pas perdu les notions parce que c'est tout encodé. On est tout programmé de toutes nos actions du passé avec le sens qu'il donne. Donc, si on revient à mon histoire de m'exprimer et la question que j'ai eue un jour dans ma vie qui est « C'est quoi le danger de m'exprimer réellement? » Ben, je me suis rappelé d'une situation à mon primaire, puis tu vas voir, c'est assez banal, là, mais ça peut... c'est ce qui a marqué le début, je crois, de cette difficulté-là. J'étais en primaire 2, deuxième année du primaire. C'était mon premier exposé oral. C'était la première exposé oral de toute la classe, puis il fallait le faire sur notre animal préféré. Je l'ai fait sur les dauphins. Première exposé oral, ce que la prof nous a dit, c'est ça te prend une introduction, ça te prend un déroulement, faut que tu montes ton exposé oral, puis il y a une conclusion à la fin.
Elle nous a pas parlé de pression sociale. Elle nous a pas parlé de comment que notre corps va réagir face à d'autres gens. Elle nous a pas parlé de tous les phénomènes sociaux. Elle nous a pas parlé de comment que ça va être peut-être difficile de s'exprimer au début quand tu l'as jamais fait. Non, c'est intro, déroulement, conclusion. Cool, je m'en vais avec ça. T'es en deuxième année de primaire, moi j'ostine pas. J'arrive au jour où c'est le jour J de l'exposé. C'est mon tour d'aller devant la classe. J'arrive, je commence à parler, je commence à présenter mon animal préféré et j'ai comme de la difficulté à dire les mots. Puis là, je vois que les amis dans la classe commencent à ricaner un peu, commencent à rire de ma difficulté à dire les mots. Fait que plus qu'ils rient, plus que j'ai de la difficulté, donc je me mets à bégayer. Puis j'ai encore plus de difficultés, puis là, c'est la classe au complet qui s'est mis à rire de moi dans ma difficulté à parler de mon animal préféré. Fais juste te mettre dans ma peau de deuxième année, d'enfant de 7, 8 ans, 9 ans, qui parle de son animal préféré et qui fait rire de lui devant tous ses amis. À ce moment-là, j'ai ressenti une grande honte. J'ai ressenti de la gêne. J'ai ressenti de la culpabilité. Genre, je ne suis pas capable de le faire. Toutes ces émotions-là, c'est des émotions qui sont souffrantes. Ça fait mal ressentir ça. Une émotion, c'est physique, là, ça existe. C'est de l'énergie. C'est une énergie qui était souffrante. Mon cerveau, à ce moment-là, il a fait son rôle, il a joué son rôle pour me protéger, pour protéger son petit humain. Il a fait en ce moment, tu souffres. Et c'est quoi que tu fais? Tu t'exprimes. Donc, la prochaine fois, on va créer un programme qui va t'éloigner de t'exprimer. Parce que t'exprimer égale souffrance. Et nous, on veut s'éloigner de la souffrance. À ce moment-là, j'ai créé un pattern, un programme qui est devenu un blocage, qui est devenu extrêmement limitant et que j'ai conditionné, que j'ai répété et répété et répété pendant 10 à 15 années de ma vie. Et quand je dis répéter, c'est que ça a été fait une fois, la première fois qui a été créé. La deuxième fois, j'ai un stress. Mon corps me l'envoie. Il envoie le stress quand je m'apprête à m'exprimer. Donc, j'écoute le stress, je ne m'exprime pas. Ça veut dire que je contribue à ce programme-là. Je valide ce programme-là qui m'empêche de m'exprimer. Donc, à chaque fois que j'arrivais pour m'exprimer et que j'étais stressé, bloqué à le faire, et que j'écoutais ce stress-là, je conditionnais le stress, le programme, à être encore plus fort, à être encore plus vorace. Parce que pour lui, je faisais juste valider. Merci, mon chum, de m'avoir averti, parce que sinon, j'aurais souffert. Fait que je t'ai écouté. Fait que c'est comme good, on va continuer, on va le forger, on va le conditionner encore plus profondément en toi. Quand j'ai compris ce phénomène-là, il y a deux choses qui s'est produites en moi. Première chose, j'ai vu toutes les possibilités. À cet instant-là, quand j'ai fait « OK, si je suis où je suis aujourd'hui, si je suis bloqué dans les sphères que je suis bloqué aujourd'hui, c'est 100% de ma faute. » Entre guillemets. C'est 100% de ma responsabilité. Donc ça m'a fait juste voir toutes les possibilités. Là, que si je me mets à modifier cette programmation-là, modifier ces compréhensions-là, le sens que j'ai donné à tout ça, je peux complètement changer et aller vers ce que je veux aller. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à modifier des comportements, j'ai commencé à modifier des façons de penser, j'ai commencé à modifier des conditionnements, puis je suis allé vers la vie que je veux. T'sais. Puis aujourd'hui, je te parle devant une caméra, j'aurais jamais fait ça de toute ma vie avant. Aujourd'hui, je fais des conférences, j'aurais jamais fait ça de toute ma vie avant. Faire des conférences. J'étais pas capable d'aller parler à quelqu'un que je trouvais nice ou à lever ma main en classe. Fait que jamais j'aurais pensé parler devant des gens de n'importe quel sujet. Là. Jamais, jamais. Mais c'est ce que je voulais faire et je suis allé le faire. Le danger dans ça, le danger dans les programmes comme ça, puis les limitations qu'on a, puis les blocages, c'est que on se limite
En fait, c'est qu'on bâtit notre vie selon les blocages qu'on a pour éviter d'affronter ces blocages-là. Et on se contente de peu, on se résigne et on vit de regrets et de culpabilité. Je t'explique. Disons la même histoire. Là. On va continuer avec cette histoire-là de crainte de m'exprimer, là. Grosse peur de m'exprimer. J'avais ça je l'ai développé au primaire, je l'ai conservé au secondaire. Ma vie au secondaire là, se résumait à me mettre dans le fond de la classe, à baisser les yeux dans le corridor, à rentrer chez moi, puis à jouer aux jeux vidéo. Parce que le reste, c'était trop anxiogène, ça me demandait trop d'anxiété et de stress, parce qu'il y avait des possibilités que j'entre en contact avec d'autres gens. Et ça, c'était de la souffrance. Donc, j'ai comme buildé ma vie autour de ce qui était sécuritaire pour moi, pour éviter de souffrir et d'affronter ce blocage-là. Puis pour moi, j'étais comme confortable. Ma vie est confortable. Je m'assieds dans le fond de la classe, j'ai mes écouteurs dans le corridor, les yeux baissés, je m'en vais vers mes affaires, puis je m'occupe de rien, ça va bien, j'ai pas à être trigger, j'ai pas à aller vers ce qui me bloque. Mais ce que ça faisait, c'est que j'avais de moins en moins de confiance en moi parce que je subissais tout ce poids de programme-là et je le conditionnais, fait qu'il était de plus en plus fort, il était de plus en plus imposant. Fait que j'avais pas de confiance en moi, j'allais pas vers ce que je voulais faire parce que si tu m'écoutes en ce moment, là, c'est sûr à 100% que tu as de l'ambition. C'est sûr à 100% que tu as des projets et que tu sens que tu as quelque chose à apporter au monde, à apporter aux gens, à contribuer, à créer. T'aspires à quelque chose de plus grand. On le sent, ça. On le sait, puis on est conscient de ça. Ce qui est triste, c'est quand, malgré cette conscience-là, on crée une vie qui ne s'en va pas vers cette réalisation-là. Parce que oui, cette réalisation-là nous amène des gros défis parce qu'il faut affronter notre programmation, il faut affronter nos blocages, il faut affronter nos limites. Mais c'est tellement fructifiant, c'est tellement... J'ai même pas les mots pour dire à quel point que ça vaut la peine d'aller vers ces programmes-là, d'aller vers ces blocages-là, d'aller vers nos démons. Ça vaut tellement la peine que il faut comprendre ça, puis c'est pour ça aussi que j'amène ce message-là, que c'est pas toi tes limitations, c'est pas toi ta difficulté à t'exprimer, c'est pas toi ta procrastination, c'est pas toi ton manque de discipline, c'est pas toi ta crainte de lancer ton projet, c'est pas toi tout ça. Ça fait partie de toi pour le moment. Mais il faut que tu prennes conscience que ce n'est pas toi. C'est une partie de toi, c'est une programmation que tu entretiens. Mais c'est toi qui l'as créée. Donc, c'est toi qui peux la modifier. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est beau. Puis c'est ça que je fais. C'est pour ça que je suis devenu neuroactive coach. C'est pour ça que j'étudie à chaque jour la psychologie humaine, la communication, que je veux comprendre les phénomènes derrière ça. C'est pour ça que j'accompagne les gens dans ce schéma-là. Parce qu'il faut que tu ailles comprendre d'où qu'elle vient cette programmation-là. Il faut que tu ailles comprendre c'est quoi le message, la logique derrière ça. Parce qu'elle est là pour quelque chose. Quand tu comprends pourquoi elle est là, pourquoi elle veut te protéger, tu peux réussir avec des techniques précises à t'en dissocier, à te libérer de ça. Sortir de cette emprise-là qui est inutile, qui te limite, qui te garde dans une sécurité malsaine qui n'est pas toi. Toi, tu veux y aller vers les autres. Toi, tu veux créer la vie que tu veux. Tu veux créer ta réalité. Mais en ce moment, tu as subi peut-être. Et j'espère que cet épisode-là va t'avoir ouvert les yeux sur les possibilités comme ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités à l'époque et que tu vas entreprendre cette quête-là. Puis, si tu es prêt et tu veux entreprendre cette quête-là, je t'invite à venir m'écrire. Je veux discuter avec toi. Je veux que tu me poses tes questions. Je veux qu'on jase ensemble. Je veux qu'on explore tout ça. Chaque personne a une histoire différente, puis ça me fascine. Mais au final, on est tous faits pareil. On est tous programmés. Si ton programme ne te convient pas, on va le changer, man. On va juste le changer. That's it. Sur ce, je m'appelle Sam Duchesneau, Neuroactive Coach, et je te dis à très bientôt.